Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, amateurs de chasse, de pêche et de plein air, ici Ernie Wells, heureux comme toujours de vous retrouver, et surtout que c'est la 12e saison de Rendez-vous Nature, je ne pensais pas qu'on se rendrait si loin, mais c'est ainsi, et là nous sommes actuellement dans la période de chasse aussi de la petite chasse du petit gibier. Alors généralement la période de chasse au fusil, à l'arbalète et à l'arc s'étend du 6 septembre au 31 mars 2026 cette année, et la chasse au collet pour le lièvre et le lapin débute le 25 octobre 2025. Je vous invite à consulter le guide officiel des périodes et des zones de chasse sur votre moteur de recherche comme Google. Écrivez simplement Période de chasse Québec 2025 pour toutes les informations détaillées sur les zones et les espèces spécifiques. Alors, soyez vigilants et assurez-vous de chasser la perdrix au bon endroit et aux bonnes dates. Et avant de passer à nos entrevues de la semaine, vous dire que la saison de la chasse débute, oui, mais avec la récolte, il y a aussi les souvenirs de chasse qui sont importants à immortaliser en photo. Et je reçois souvent des photos qui, on va se le dire, ne sont pas toujours éthiques et qui nous empêchent de les éditer. Et dans une chasse, le gibier récolté est bien sûr l'élément principal. Il faut le mettre en valeur, comme les membres du groupe d'ailleurs. Mais évitez des photos avec des bières à la main. Ce sera toujours le temps de célébrer la réussite du gibier ou de l'expédition après la photo. Évitez aussi de photographier des chasseurs devant la cage thoracique de l'orignal. Surveillez bien l'arrière-plan. Un décor naturel s'impose. On ne doit pas non plus voir de sang sur les photos. Ce serait porter ombrage à la chasse. Donc, soyez respectueux envers le public et présentons cette belle image de la chasse qui pourra susciter l'admiration et inspirer la relève. Pensez à ceux qui ne chassent pas. Et découvrez comment mettre en valeur vos récoltes et à faire et à ne pas faire en visitant le blog de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs qui justement donne 10 conseils pour faire de meilleures photos de votre chasse du petit comme du grand gibier. On est en pleine période de chasse, d'abord de l'orignal dans le réseau des réserves fauniques et du cerf sur l'île d'Anticosti. 2025 est une période de chasse permissive de l'orignal, mâle, femelle et veau. Et qui dit chasse permissive, dit aussi donc plus d'orignaux à récolter, plus de chasseurs opportunistes, ceux qui profitent de la liberté de choix pour prélever leur orignal, que ce soit le mâle, la femelle ou le veau. Alors donc, Martin Perrault, lui, est le président du syndicat des 325 agents encore en service, je le dis, et ils étaient de 500 à 600 en 2018. Martin Perrault, juste pour la chasse de l'orignal, on compte, l'an dernier, on comptait 553 917 permis. Ça sera davantage en 2025. L'orignal demeure un gibier très populaire auprès des chasseurs. Plus de grands gibiers, plus de chasseurs en forêt, moins d'agents de protection de la faune. Quelle sorte de saison que les chasseurs ou que le gibier va passer en 2025 avec cette diminution quand même assez incroyable d'agents de la faune, de garde-chasse, comme on dit, avec plus de monde en forêt? C'est sûr qu'avec la baisse des effectifs, là, les agents vont faire ce qu'ils peuvent, vont probablement faire du tri de la priorisation de différents signalements. Mais les effectifs, là, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, ont baissé beaucoup depuis 2018, de près de 500 aux alentours de 325 là, en date d'aujourd'hui. Donc, les agents font ce qu'ils peuvent, ils lâchent pas, ils font la protection du territoire qu'il y a à faire dans les différentes périodes de chasse, dans les différentes zones de chasse. Mais les effectifs, là, il faudrait que ça augmente là, au courant des prochaines années, certainement. Quand vous faites le tri des dossiers, quel est le dossier que vous priorisez à ce moment-là? Bien, quand il y a une priorisation des signalements, là, c'est sûr que les signalements d'infractions majeures, là, de la chasse de nuit, chasse en temps prohibé, des surplus de limites au gros gibier, c'est sûr que c'est des dossiers qui vont être priorisés. Mais encore là, comme vous l'avez dit, avec le nombre d'agents, puis si on regarde en Gaspésie, là, présentement, on a 14 agents en Gaspésie, puis 18 dans le Bas-Saint-Laurent. C'est sûr que ces agents-là ne sont pas 24 heures sur 24 tout le temps sur le terrain. Donc, s'il y a un signalement qui rentre et qu'il y a une chasse de nuit qui est en train de se dérouler là, sur le fait, ben c'est sûr qu'on la prioriserait s'il y a du monde au travail, mais s'il n'y a personne au travail, ça va aller au lendemain, mais
On le sait, quelqu'un qui fait ça, qui va braconner, ça va se passer vite, tout va être ramassé. Puis après ça, c'est pas mal plus dur là, pour faire notre travail, malgré qu'on peut déclencher une enquête quand même. Là. Mais la priorisation, c'est dans ce sens-là que ça se peut que des bons signalements ne seront pas couverts, puis que si on en reçoit plusieurs, puis qu'on n'est pas un nombre d'agents suffisant dans un bureau X, ben c'est les meilleurs avec des infractions majeures, je vous dirais, là, qui vont être couverts. En même temps que vous dites ça, il reste aussi que j'ai appris que c'est très difficile pour un agent d'avoir la permission de faire du temps supplémentaire. Or, les réseaux de braconniers, à mon avis, ils doivent fonctionner surtout la nuit. Et la nuit, donc, il doit y avoir des primes qui s'ajoutent aussi au temps supplémentaire. Donc, est-ce que la nuit, on peut dire que les forêts deviennent à ce moment-là très, très faciles d'accès pour les braconniers? D'un certain sens, on peut dire ça. Puis c'est sûr, comme vous l'avez dit, avec les restrictions budgétaires depuis l'automne passé, le temps supplémentaire est très, très difficile à être octroyé. Puis oui, il va y avoir quand même des patrouilles de nuit à différents endroits pour différentes choses, différents secteurs. Mais avec les compressions budgétaires depuis l'automne passé, là, c'est très, très difficile. Cet automne, j'ai hâte de voir s'il va pas y avoir une petite ouverture supplémentaire en contexte de chasse, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles que les agents vont pouvoir, comme par exemple, un bon signalement qui se passe là, contacte les agents pour rentrer en temps supplémentaire. Je ne sais même pas si les autorités vont ouvrir la machine à ce niveau-là. Parce que c'est pas facile non plus d'obtenir la permission de faire du temps supplémentaire. Il y a toute une échelle d'autorisation à obtenir. Oh, là, depuis les compressions, là, c'est rendu quelque chose. Le temps supplémentaire va jusqu'au niveau du bureau du sous-ministre. Puis on le sait que s'il y a une situation qui se passe sur le champ là, pas le temps d'attendre après 25 personnes puis que ça se rende jusqu'au bureau du sous-ministre quasiment pour être autorisé. Il faut que ça se passe là. Il faut revenir en minimalement en contexte de chasse puis de période intensive. Il faut que ça revienne comme avant. Il y a quelque chose qui rentre, let's go, on y va. Puis après ça, ben on expliquera le pourquoi du comment qu'on est allé. Puis si ça a généré du temps supplémentaire, ben ça sera ça. C'est quand même la protection de la ressource qu'il faut faire. Oui, puis il reste quand même que même le gouvernement Legault, même ce qui en reste, il disait toujours que les régions et la chasse étaient des moteurs économiques très, très importants. C'est majeur. Mais encore faut-il qu'on protège la ressource puis qu'on permette justement aux chasseurs de pouvoir continuer de en forêt puis d'avoir l'assurance de prélever du gibier qui ne serait pas braconné à l'avance. Mais là, on entend parler aussi que 40% des 68 bureaux de la faune seraient dans la mire des fermetures du ministère. Ça veut dire 27 bureaux qui fermeraient. Ça, c'est sur une période de combien de temps? Présentement, les informations qu'on a, quand ça a été annoncé là, par le directeur général ou différents gestionnaires, il n'y a pas vraiment d'horizon. On a parlé de 0-20 ans. Okay. On s'entend, 0-20 ans, c'est un espace assez long. Dans 20 ans, je vais être parti à la retraite, donc c'est comme spécial de dire un horizon comme ça. Ouais. Mais on n'a pas non plus spécifié les bureaux, lesquels bureaux. Le ministère, les fois que j'ai des discussions avec eux, me mentionne qu'un bureau avec des agents en place n'ont pas l'intention de le fermer. Mais des bureaux, vous l'avez vu dans votre région, Grande-Vallée. Grande-Vallée est un bureau qui a finalement fermé parce que ça faisait 5, 6, 7, 8 ans qu'il n'y avait pas personne là. Le territoire a été redécoupé aux bureaux voisins. Mais présentement, la seule chose qui est rassurante, c'est qu'il n'y a pas des endroits qu'il y a des agents qui devraient vivre une fermeture de bureau. Mais encore là, avec le nombre d'effectifs qu'on est, fermer ou regrouper des bureaux va faire en sorte que les territoires vont venir de plus en plus gros, mais le nombre d'effectifs ne montera pas nécessairement proportionnellement à ce qu'il y aurait à faire sur le territoire. Ouais. Là, ça va prendre des agents de d'autres bureaux qui vont venir, dans le cas d'une opération particulière, qui vont venir aider les agents du bureau. Ils sont peut-être quelques-uns, mais ils vont être renforcés par un groupe de peut-être 75-100 agents supplémentaires. Mais pendant ce temps-là, les régions d'où proviennent ces agents, ben, ils vont demeurer sans agent de protection de la faune. Donc, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Exactement. Puis ça, c'est souvent, comme je le dis souvent, les grosses opérations comme ça, c'est un peu de la poudre aux yeux parce que oui, on amène, vous l'avez vécu en Gaspésie les 2 dernières années, là, les opérations Panache, on amène quasiment la moitié des effectifs de la province dans votre région pour faire plusieurs vérifications, plusieurs surveillances. Mais le reste, ailleurs au Québec, il n'y a pratiquement plus personne. Mais une fois que cette opération-là est finie dans votre région, ben on retourne
au niveau des effectifs que je vous ai dit tantôt, le travail des agents, oui, il y a des opérations qui doivent se faire avec du support des autres bureaux, des autres régions, ça c'est parfait. Mais le travail quotidien des agents, il y a des plaintes qui peuvent rentrer n'importe quand. Comme vous l'avez dit tantôt, un braconnier, là, ça n'attend pas la période de chasse et les heures légales de chasse pour braconner. Ça va le faire à l'année, à n'importe quelle heure du jour, du soir ou de la nuit. Puis c'est là que ces signalements-là, des fois, si on n'a pas assez d'effectifs dans les différents bureaux de la province, ben c'est là qu'on n'est pas capable de protéger adéquatement la faune puis de rendre le service aux citoyens qu'on leur doit. C'est bien malheureux tout ça. Puis moi, selon mes informateurs qui sont toujours généralement bien informés, on me disait que le président du syndicat, qui est Martin Perrault, vous-même, vous deviez rencontrer un nouveau sous-ministre à la faune pour savoir, la question était bien simple, vers où s'en va la faune au Québec? Est-ce que vous l'avez rencontré? Puis qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il a refusé la rencontre, donc j'ai pas eu de rencontre avec le nouveau sous-ministre. Là, j'ai su qu'il y a une nouvelle sous-ministre adjoint que je vais tenter d'avoir une rencontre. J'ai rencontré le cabinet du ministre. Le cabinet est assez ouvert là, aux discussions. Là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai resté quand même surpris que le nouveau sous-ministre refuse de rencontre. C'est la première fois que je vois ça en 12 ans de syndicalisme, qu'un sous-ministre refuse une rencontre. C'était une rencontre de courtoisie, de bienvenue, de discussion des différents enjeux, des visions, mais non, il n'est pas intéressé, donc on passe à un autre appel. Il a vraiment dit que c'est par manque d'intérêt qu'il ne voulait pas rencontrer le président des agents. Non, il a tout simplement refusé la rencontre, puis ça s'est arrêté là, puis j'ai d'autres chats à fouetter, donc je ne m'attarde pas avec lui, il ne veut pas me rencontrer, pas de problème, ben c'est sa décision, puis okay. On va se gouverner en conséquence. On n'a pas le choix, là, parce qu'à un moment donné, on sera plus capable de protéger le territoire québécois. Oui, c'est ça. On ne peut pas couper partout pour n'importe quelle raison non plus. Puis là, il reste quand même que les rangs s'éclaircissent. Il y a la fermeture des bureaux. Puis là, il y a aussi des départs à la retraite, puis des départs volontaires. Ça m'impressionne beaucoup, moi, là, les départs volontaires. Pourquoi les nouveaux agents quittent rapidement la profession? Bien, il y a certains de là, on le voit un peu moins, je vous dirais, étant donné aussi qu'il y a eu l'embauche régulier. Depuis quelques années, on a une embauche régulier, donc on réussit quand même à maintenir, on n'augmente pas, parce que comme vous l'avez dit, il y a des départs volontaires, des départs à la retraite, mais le marché du travail est disponible depuis les dernières années, donc il y a un agent qui s'en vient en formation, qui vient travailler un peu sur le terrain, puis réalise que c'est peut-être pas finalement ce qu'il pensait, ce qu'il voulait faire, ben n'hésite plus comme on voyait avant. Avant, c'était t'es rendu au gouvernement, tu as eu la job de ta vie. Non, gars, je vais endurer certaines choses que peut-être normalement on n'endurerait pas, mais là, ça se fait plus. Puis il y a plusieurs départs. Il y a certains départs volontaires. Il y a du monde qui sont dans des régions éloignées, isolées, des fois qui voudraient sortir, puis des fois c'est plus dur de sortir. Fait qu'ils n'hésitent plus, puis ils vont faire autre chose. Puis c'est correct pour eux, rendu là, mais qu'est-ce que ça fait, c'est que le gouvernement puis la protection de la faune forment des candidats, puis ça coûte très cher à former des candidats. Une personne, ça coûte très cher à former, puis après ça, on la perd. Donc, il y a assurément certaines conditions de travail. Justement, on est en négociation. Il y a certaines conditions de travail qui pourraient être peaufinées pour justement réussir à garder notre monde, puis en même temps aussi avoir une certaine reconnaissance avec ceux-là qui gardent fort depuis toutes ces années-là. Oui, il aurait peut-être aussi obtenir une reconnaissance en emploi pendant peut-être 5 ans, dès le moment où l'agent est embauché, pour s'assurer qu'il va être là au moins pour les 5 prochaines années, comme le Québec a déjà parlé de faire la même chose pour les diplômés en médecine. Oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. C'est sûr que je négocierai pas sur la place publique étant donné qu'on est en négociation présentement, mais il y a plusieurs avenues là-dessus. Là. On est sensible à cette situation-là, puis nous que la protection de la faune, on veut garder notre monde. Si on forme quelqu'un puis il a passé tout le processus qui est assez rigoureux, ben on veut garder le monde avec nous autres. Ouais, moi j'ai connu des gardes de chasse qui ont passé leur vie en forêt, qui ont jusqu'à leur retraite. Pourtant, les conditions de travail étaient très, très médiocres et c'était même un travail saisonnier. Leurs conjoints travaillaient. Mais là, les nouveaux agents obtiennent la permanence dès leur engagement. Puis ça, c'est depuis 2 ans. Puis là, c'est plus un travail saisonnier. Il me semble que ça devrait être un incitatif, mais enfin. Puis là, il reste que... Lorsqu'on parle du travail d'un agent, est-ce qu'il y a des chiffres de nuit et des chiffres de jour, ou c'est des chiffres de jour seulement? Ça fonctionne comment? Les quarts de travail sont mis en fonction des opérations, en fonction des saisons.
Il n'y a pas des corps établis. On peut avoir un corps de travail de jour, soir, nuit. On adapte nos corps de travail en fonction du travail qu'il y a à faire, en fonction des signalements qui sont à faire, en fonction des patrouilles. Il y a des corps de travail là, à n'importe quelle heure du jour, du soir ou de la nuit, mais comme on l'a dit au début, le nombre d'agents n'est pas élevé, donc même si on peut avoir des corps de travail à différentes heures du jour, du soir, de la nuit, et ça fait en sorte qu'il n'y a quand même pas beaucoup de monde sur le terrain en même temps. J'ai fait un petit calcul provincialement, là, sur le terrain en date du mois de septembre. Provincialement, il y a 250 agents qui patrouillent le Québec. Ah, ouais. Ça, c'est si je vous dis que tout le monde est au travail cette journée-là. Si on prend, par exemple, les fins de semaine, ben il y en a la moitié qui sont en congé, assurément. Minimum. C'est pas facile, on n'est pas dans une période facile, mais à un moment donné, on va remonter la vague, on n'aura pas de choix. Oui, la passion est là, puis il faut continuer. Alors, Martin Perrault, président du syndicat donc des agents de protection de la faune, ben, on va sûrement se reparler à la fin de la saison. Merci beaucoup, puis au plaisir. Merci à vous. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Le retour à Rendez-vous Nature, c'est aussi le retour de notre chroniqueur plein air Alexis Nantel, connu sous le nom de Alexis le randonneur, du nom de sa série télévisée à TVA Sport. Et pour lancer sa saison à Rendez-vous Nature, bien, Alexis va nous emmener en randonnée. Puis Alexis, donc, tu te mets en mode automne et tu nous proposes déjà 5 randonnées, mais on demeure au pays. Oui, si j'avais donné un titre à cette chronique-là, ce serait Palette d'automne, tu vois, parce que comme les États-Unis sont moins populaires en ce moment, je vais vous amener, moi, en randonnée, mais 2 d'entre elles chez nos voisins immédiats, à l'ouest et à l'est de la province, mais quand même 3 au Québec, là. Les 2 autres, ce sera une en Ontario, vous l'aurez compris, et une au Nouveau-Brunswick. Oui, le parc régional du Mont-Morissette, ça, c'est à Blue Sea, au nord de Gatineau. Imaginez-vous, là, grimpant doucement à travers la forêt mixte. Il y a des bouleaux dorés, des pins verts qui s'entremêlent. Et là, vous empruntez l'un des sentiers. Peut-être le sentier 3, là, qu'on appelle, qui fait 5,5 km, qui est classé escarpé dans leur cas, et d'une durée estimée à peu près à 2h30. Et là, vous pouvez pousser un peu votre étape pour compléter avec une boucle additionnelle de 7 km. Ça fait à peu près 3 heures là, total à flâner, à admirer, à respirer. Et ce que je trouve intéressant du parc du Mont-Morissette, c'est que plus haut, là, vous allez trouver une tour d'observation de 18 mètres de haut qui est vraiment au sommet de la colline déjà. Et ça, c'est comme un escalier là, vers le ciel automnal. Et quand on y parvient, les lacs à travers les vallées scintillent, les collines ondulent comme des rides d'un drap ancien. Et toute la vallée de Gatineau semble vibrer sous nos yeux. C'est vraiment une des plus belles vues, je pense, dans la région de l'Outaouais. Et à travers les sentiers, à un moment donné, vous pouvez aussi croiser le refuge là, où on peut se reposer avec un petit poêle à bois
pour se réchauffer quand on est fatigué. C'est vraiment une occasion parfaite de s'asseoir puis de savourer peut-être une gorgée chaude là, qu'on va avoir traîné avec soi. Et puis, ben voilà, c'est vraiment un endroit vivifiant, puis un endroit où on voit très loin. D'ailleurs, c'était où est la tour maintenant d'observation. Juste à côté, il y a une tour à feu. Alors, c'est pour ça qu'on voit vraiment à des kilomètres à la ronde. Anciennement, ben, les gardiens faisaient leur ronde là, à travers cette tour à feu-là, qui est toujours là, qui est d'ailleurs la plus vieille, encore sur son socle original au Québec. Ah oui, mais Oui. dis-moi, il reste quand même que pour ajouter déjà à ta litanie de ce qu'on peut faire au refuge, mais on peut aussi se reposer parce que j'imagine que les cuisses brûlent, puis ça, c'est pas très mauvais non plus. Mais il y a la lumière du soleil qui entre les feuillus, ça c'est super beau en fin de journée. Mais si on passait maintenant des collines à un décor maritime, toujours au Québec, mais cette fois, tout le monde connaît le fjord du Saguenay, mais peu peut-être de gens l'ont marché. Oui, puis vraiment, il faut vraiment mettre ça sur sa liste à faire, là. Moi, je vous amène au Cap Trinité, dans le parc national du fjord du Saguenay. Évidemment, bon, c'est dans la région de Saguenay, du côté de la baie. Alors, on est dans un territoire vraiment de falaises abruptes. On le sait, là, ça tombe directement dans le fjord, des voûtes de rochers. C'est vraiment une nature, je dirais, puissante, de grands arbres. Il y a là, vous avez peut-être déjà entendu parler de la statue dramatique là, de Notre-Dame du Saguenay qui surplombe la vallée. C'est 3 niveaux vertigineux qu'on appelle Cap Trinité. Et la randonnée jusqu'à la statue, là, puis au belvédère avec les escaliers, ça fait facilement 3 heures aller-retour. Là, je vous parle aujourd'hui de randonnée toujours autour de ça, 3 heures, parce que pour ma part, quand on fait une randonnée, je pense qu'il faut qu'on prenne au moins ça, 3 heures en forêt. Et là, c'est un dénivelé d'environ 290 mètres. Vous allez explorer le plateau, c'est panoramique. Et en automne, encore là, les couleurs explosent. On a des sapins sombres mêlés à des érables rougeoyants, des bouleaux dorés qui vraiment tanglent dans la brise du fjord parce qu'on est vraiment en marge toujours de la rivière, du cours d'eau. Donc, c'est vraiment, pour ceux qui le savent, là, profond, le fjord, et ça, on le voit là, souvent quand il y a un peu de vent avec les vagues, les courants qu'on peut voir du haut de ces falaises-là. Et évidemment, la légende montagnaise selon laquelle le cap représente un monstre vécu, ça, c'est né d'un drame quand même. C'est pour ça que je dis ça, hein, parce qu'on connaît peut-être l'histoire de la personne là, qui voulait remercier de ne pas s'être noyé dans le fleuve en ayant coulé avec sa calèche en hiver, qui avait décidé de monter cette statue-là. Donc, il y a quand même une histoire dramatique autour de ça, mais qui finit bien, somme toute. Ah, je comprends. Tout s'explique finalement. Puis donc, et depuis ces hautes falaises légendaires, là, on redescend vers la douceur boisée des Laurentides. Puis tout ça, à travers quand même des crêtes qui sont toujours impressionnantes. Oui, là, c'est dans les hauteurs de Val-David, au Mont-Condor et le Mont-King du parc régional Val-David-Valmorin. C'est un lieu où les sommets s'enchaînent. La forêt, ça écrase le silence. Il y a des histoires géologiques, je dirais, qui surgissent à chaque rocher. C'est un parcours en boucle de 10,5 km, 3h30. On traverse les monts Condor, est et ouest, et le mont King, avec environ 510 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est un défi modéré, mais quand même à la portée là, des marcheurs réguliers. C'est peut-être pas la chose à faire si c'est notre seule randonnée de l'année. Mais l'itinéraire, ce qui est intéressant, c'est que ça alterne entre des montées quand même raides, mais aussi des descentes en pente douce. Il y a des passerelles boisées, des panoramas qui vont vous frapper là, à chaque tournant. Sur le sentier D, le sentier d'AU, D-A-H-U. Donc, il y a des panneaux qui racontent aussi la forêt. Il y a des blocs erratiques qui témoignent des glaciers passés. Puis, évidemment, le point de vue du Mont Condor Est qui s'ouvre, qui est très contemplatif comme endroit. Et ensuite, le Mont King qui va élever votre regard là, au-dessus de la mer de couleurs chaudes, vraiment des Laurentides, où les arbres s'allongent comme des pinceaux, je dirais. Là. Les ongles dansent dans les rochers. C'est vraiment, vraiment un bel endroit. Et voilà le poète qui revient à toi. Donc, c'est l'auteur dans toute sa splendeur. Puis là, on fait un grand saut vers l'Ontario, mais on va pas aux États-Unis. Là. L'Ontario, c'est le maximum. Oui, on reste au Canada, dans notre beau et grand pays. Alors là, je vous propose une tourbière paisible qui s'habille d'or en automne. Je vous dirais bienvenue dans la mélodie silencieuse de Lonesome Bog, dans le parc provincial Esker Lakes. Là, ici, il n'y a pas de sommet. C'est vraiment le silence, c'est l'eau, c'est le bois, c'est la lumière qui danse ensemble. C'est une boucle de 1,5 km.
C'est facile, mais transformé en balade de contemplation d'au moins 3 heures si on prend le temps de s'asseoir au bord, d'observer les reflets, les libellules, la mousse rougeoyante. La tourbière, là, ça devient un théâtre vraiment extraordinaire de vie et de couleurs. Faut vraiment être là. À peu près tous les intervenants là-dedans jouent à leur note de musique, je dirais aussi. Il y a des panneaux qui vous parlent de la biodiversité qui demeure fragile hein, dans les tourbières, on le sait. Alors vraiment un endroit pour, je dirais, respirer, pour sentir l'automne, pour s'imprégner jusqu'au fond de vos poumons. Là. C'est vraiment l'endroit pour le faire en Ontario. C'est quand même tout près de Montréal. Là. Avant de se rendre au Nouveau-Brunswick, ça me passe par l'esprit, est-ce que tu as déjà pensé faire des peintures, devenir peintre, puis justement mettre sur une toile toutes les beautés et les couleurs que tu nous décris? Ben, tu sais que dans un de mes épisodes, j'en parle cette année dans l'épisode numéro 6, qui a été tourné justement dans le Bas-Saint-Laurent, à Kamouraska, avec le peintre Michel Leroux. Mon père est peintre, mon frère également. Moi, je me suis gardé un autre côté artistique, je ne l'ai jamais vraiment développé, mais peut-être plus justement à l'écriture, à la poésie, puis en conférence devant un public. Ça, c'est peut-être plus mon côté artistique que celui de peintre, où je ne performe pas très bien. Oui, mais en tout cas, tu aurais des bonnes idées, sûrement des bons sujets pour faire des belles peintures. Mais là, on voyage maintenant vers le Nouveau-Brunswick. Puis là, c'est vers une finale bruyante, éclatante, aquatique, les chutes et forêts du Fundy. Ça, c'est dans la région de la baie de Fundy, quoi? Oui, exactement. Donc, on descend vraiment plus au sud là, de la province avec le sentier des chutes Laverty du Parc national Fundy au Nouveau-Brunswick. Là, il faut imaginer une forêt d'érables, de hêtres, un grondement de cascade qui est toujours présent parce qu'il y en a beaucoup, l'odeur des mousses, des racines. C'est un chemin circulaire en boucle de 3,5 km qui prend encore là facilement quand même 3 heures si vous arrêtez devant chaque chute. Il y a beaucoup donc d'items d'intérêt là, sur le sentier, beaucoup de belvédères. Et puis, ben, vous marchez doucement, mais c'est l'automne. Donc, on orchestre l'eau à travers ça. Souvent, on a un peu plus de pluie, donc ça permet d'alimenter ces rivières et ces chutes-là. Beaucoup de pierres, de lumière brûlante à travers ça, à travers les arbres. Donc, c'est pas à la porte, comme je dis, mais si jamais vous êtes de passage au Nouveau-Brunswick dans ce secteur-là, ben, profitez-en pour aller vous y promener. Mettez-le à votre agenda, ça vaut la peine d'aller y faire une pause. Même chose pour l'Ontario, là, qui regorge de parcs extraordinaires et de randonnées aussi variées que son nombre. Oui, alors donc, nous voilà déjà à l'automne à travers 5 randonnées, 5 sensations, vue aérienne, profondeur mythique, sommet doré, tourbière paisible, forêt aquatique. J'espère quand même que vous prendrez le temps, Alexis, de réaliser au moins une randonnée que suggère, peu importe laquelle, mais que vous allez aussi nous imprégner de notre nature. Ah oui, il faut que les gens prennent le temps de faire une randonnée. Pour certains, c'est un pèlerinage annuel, cette randonnée automnale, parce qu'on ne la pratique pas autrement, mais c'est vraiment la saison préférée des randonneurs et ce n'est pas pour rien. D'entrée de jeu, j'ai parlé de TVA Sport, mais tu reviens donc pour une 7e saison d'Alexis le randonneur, mais avec un changement majeur pour l'été 2026. Puis là, tu vas nous l'annoncer en exclusivité. Oui, ben c'est effectivement un gros changement parce que la série va déménager à RDS du côté de Bell Media, là, après 6 ans quand même de fructueuses collaborations avec TVA Sport, mais la production voulait aussi assurer la pérennité de la série, puis je crois que c'était la décision à prendre. Ça va être une nouvelle image, une nouvelle diffusion, puis peut-être aussi de nouveaux adeptes de la nature, si on peut dire, qui vont te suivre sur une autre chaîne finalement. Oui, on va probablement trouver d'autres téléspectateurs, certains qui vont nous suivre. Évidemment, c'est malheureux pour la chaîne si jamais elle ne poursuivait pas, parce que je pense que 2 chaînes de sport au Québec, si on mettait davantage le sport, par exemple, amateur de l'avant, ça peut être intéressant, mais c'est toujours une question de rentabilité, on le sait. Mais l'équipe de RDS là, nous accueille vraiment les bras ouverts, puis la collaboration est très facile, très agréable. Alors, j'espère qu'on va faire encore plusieurs années à l'antenne, parce que j'ai aussi d'autres projets que j'aimerais travailler dans le cadre d'Alexis le randonneur, comme l'intégration, par exemple, d'une co-animatrice ou le développement aussi d'une autre série sur les sports de plein air de façon plus générale. Mais je pense qu'il y a de la place pour ce genre d'émission-là. Puis là, tu me parles d'une co-animation. Ça serait intéressant, ça. Oui, absolument. Puis je vieillis aussi. Je suis quand même pas super vieux, mais je vieillis. Ouais. Puis j'ai d'autres projets justement à côté que j'aimerais accomplir. Donc, ça pourrait être une option de se partager l'animation. Et puis, ben voilà, il y aura aussi un autre changement qui sera par le fait même l'image de marque là, du show qu'on va faire évoluer. Ma face va disparaître du logo, mais pas de votre écran.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais dis-moi, pour la saison, les prochains mois, là, tu sais déjà où tu vas tourner là, cette année, là, oui. Oui, puis je suis tellement content parce qu'une de mes régions préférées, c'est le Bas-Saint-Laurent et je vais y revenir cette année pour 2 autres shows encore une fois. Donc, à l'automne et cet hiver, là, je vais revenir aussi dans le Bas-Saint-Laurent. Mais je me promène un peu partout, hein, Sainte-Agathe dans les Laurentides, je vais retourner en Estrie, je retourne en Gaspésie. Ça fait quelques années qu'on n'était pas allé en Gaspésie pour 3 shows de longue randonnée qui vont se faire en 2 parties, donc pour un total de 6 épisodes. 2 en Abitibi, 2 en Outaouais et 2 en Gaspésie, où on sera un peu plus en mode, je dirais, expédition, où on va dormir en tente et en refuge là, sur le sentier. Et à noter que cette année, on va à la rencontre de sportifs de l'extrême, d'aventuriers, et non plus d'artisans, comme on l'avait fait dans les 2 dernières années. Donc, c'est un peu un clin d'œil aussi à notre première saison, où c'est un peu le type d'invité qu'on avait eu. Oui, bien bravo. Il y a tellement de choses, de régions et de choses et de paysages, de décors à découvrir au Québec. Je pense que ta liste de projets n'a pas fini de s'allonger. Alors donc, c'est un retour marquant pour toi, Alexis, le randonneur à Rendez-vous Nature. Alors, c'était notre première émission de la saison. On va se retrouver à tous les mois, comme d'habitude. Alors, bonne randonnée automnale et pour te suivre, on visite toujours le site alexislerandonneur.com. Merci, à bientôt. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, on entend souvent des chasseurs de grand gibier déplorer la perte de leurs bêtes et de sa venaison, pourtant difficilement et très chèrement acquise, en raison de parasites comme des vers ou des larves ou des points blancs ou noirs, peu importe. Puis, à grand regret, donc, le chasseur se sent obligé de se débarrasser de cette viande sauvage au lieu de la router vers le congélateur en prévision de bonne bouffe à venir. Un chasseur d'orignal me disait que son boucher lui avait téléphoné pour lui dire qu'il ne débiterait pas sa bête parce que la venaison affichait des points blancs ou noirs qu'il jugeait douteux. J'en parle avec une sommité en la matière, le médecin vétérinaire Denis Harvey, ex-professeur clinicien à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, formateur dans les communautés autochtones, spécialiste des maladies de la faune et de la manipulation de la viande sauvage, chasseur de grand gibier et aussi co-auteur d'un ouvrage sur l'orignal, son habitat, sa biologie et sa chasse. Et ce livre est disponible aux éditions Mortagne. Et j'ajoute aussi que Denis Harvey est aussi guide de chasse de l'orignal à Québec et à Terre-Neuve et de chasse à l'ours dans une pourvoirie des Hautes-Laurentides. Denis Harvey, est-ce que parfois, ou même trop fréquemment, on se débarrasse trop rapidement d'une venaison qui, malgré son apparence, demeure propre à la consommation? Oui. La viande de gibier, dans l'est de l'Amérique, là, c'est pas la même chose partout, mais la viande de gibier, on parle chevreuil, orignal, ours, et normalement une viande très saine. Si on parle là, des petits points blancs dont vous
venez de parler, ce sont des parasites. Des parasites, il y en a partout, là. Ça, il faut être conscient de ça, même chez les humains, mais moins maintenant. Mais des vers, ça fait partie de la vie. 75% de ce qui vit sur Terre, et c'est des parasites. Il y en a partout. Puis dans la viande de gibier, ce qu'on retrouve dans l'orignal chevreuil, mettons, c'est beaucoup des kystes, des larves de parasites du coyote et du loup, et surtout du coyote au sud du Saint-Laurent. Il faut savoir que ces larves-là, c'est aucunement dangereux pour l'humain. L'humain n'est pas un hôte intermédiaire, parce que dans les parasites, il y a hôte final, qui dans ce cas-là, c'est le loup, coyote, renard, chien, et puis hôte intermédiaire, qui est le cerf de Virginie et l'orignal. Et puis le cycle, c'est des œufs dans les selles du coyote, l'orignal ou le chevreuil mange à terre, ramasse des œufs, les larves se développent dans les muscles, le cœur, le foie de l'hôte intermédiaire, et puis le loup ou le coyote éventuellement mange, c'est-à-dire cet orignal-là ou ce chevreuil-là, et puis le cycle continue. Mais l'humain n'est pas un hôte intermédiaire. Vous pourriez manger ces kystes-là, je vous le conseille pas parce que c'est pas joli, mais il n'y a aucun danger. Ce qu'il faut, c'est comme un peu la morue, ceux qui vivent en Gaspésie, bas du fleuve le savent, là. Petit coup de couteau, on enlève, puis c'est ce qu'il fait, on enlève le petit verre. Ben, dans ce cas-là aussi, on enlève parce que c'est pas beau, mais point à la ligne. Il y a zéro danger pour ça. Alors, donc, comme vous dites, à peu près tous les orignaux ont dans leur corps ce genre de parasites. Puis, si j'ai bien compris, ça fait partie de la nature, ça fait partie des écosystèmes, finalement. Oui, mais il faut faire attention. C'est ça, mais c'est en même temps une indication, sans doute, là, qu'il y a une pression un peu forte. Il y a sans doute trop de contact entre... Dans une population saine, bien équilibrée, on en retrouve certains individus. Quand on en retrouve, comme en ce moment au sud du Saint-Laurent, dans presque tous les orignaux, si on regarde bien, ben c'est sans doute que l'écosystème est un peu défavorable, puis que les orignaux sont obligés de manger plus souvent à terre que normalement c'est à terre qu'ils ramassent. On retrouve pas des selles de coyotes dans les arbres là, ou dans les branches. Donc, c'est sans doute une indication que l'écosystème a de la misère et puis qu'il y a trop de contact entre les espèces. Puis ce que ça fait aussi, c'est que si la pression de ces parasites-là, je veux aller très vite là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que les parasites, eux autres, ils veulent, c'est entre guillemets, là, mais ils veulent se faire bouffer pour que le cycle continue. Puis les orignaux, qui sont très parasités, vont avoir une digestion un peu moins efficace. Le foie est atteint et tout ça. Donc, on parle de 5 à 10% moins efficace. Donc, ils vont passer plus de temps en zone d'alimentation, puis un peu moins en zone de repos, ce qui est très intéressant pour le coyote ou le loup, parce que c'est dans les zones d'alimentation qu'ils vont ramasser des veaux, puis tout ça. Alors, c'est des cycles, là, c'est une question d'équilibre. Puis comme moi, ce que je vois, en tout cas, Gaspésie, bas du fleuve, quand on a la moitié ou des orignaux qui ont ces parasites-là, ben ça veut peut-être dire qu'on commence à manquer, que l'écosystème est débalancé, qu'il y a plus de prédateurs qui devraient en avoir ou trop d'orignaux. Tu sais, oui, c'est ça. Ça veut dire finalement qu'il y a trop de coyotes, puis les orignaux, en raison peut-être des coupes abusives de la forêt, ils n'ont pas assez de nourriture, donc ils doivent, comme vous dites, manger au sol plutôt que de manger les ramilles des arbres qui sont à portée de leur museau. C'est un peu ça. Oui, on peut dire ça. Par contre, moi, j'ai eu beaucoup de contacts, entre autres, avec les Atikamekw en Mauricie. Et puis, il y en a beaucoup de ces parasites-là aussi en Mauricie. Mais la Mauricie a été maganée pas mal aussi par les coupes forestières. Puis l'orignal est un animal d'endroits où il y a eu des feux, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème, sauf que c'est dans la repousse, quoi. C'est des feuilles. C'est un mangeur de feuilles, comme le chevreuil. Alors, quand il n'y a plus de feuilles, puis qu'il mange des petits captans à terre, puis même les framboisiers, il va survivre. C'est pas idéal, mais il va survivre. C'est un animal qui s'adapte. Par contre, là, il y a plus de contact avec les selles de coyote et de loup. Et puis là, il y a plus de parasites. Mais encore, je vais le répéter, on ne va pas jeter un orignal pour ça. Si vous voulez le jeter, dites-moi là, je vais aller le chercher. Oui, c'est juste pas beau, mais bon, ce qu'on fait quand on a une pièce de viande comme ça, on enlève le petit morceau, puis en étant conscient que je parle du cerf de Virginie, de l'orignal. L'ours, c'est une autre histoire, un parasite plus dangereux. Là. Mais dans le chevreuil, il y a à peu près rien à part... c'est-à-dire, aux questions parasites, il y a des contaminations par cadmium, il y a des émissions de plomb, il y a les PFAS, il y a toutes sortes de choses aussi, mais c'est des contaminants industriels, des choses comme ça. Là, c'est un autre débat. Mais si on parle de maladies
s'il n'y en a pas. Ou en tout cas, à peu près. OK. Donc, on reviendra un peu plus loin, je vous parlerai de l'ours. Mais là, vous me dites que le chasseur, lorsqu'il voit sur sa venaison qu'il y a des points blancs ou des parasites, il peut les enlever. Mais il doit arriver, j'imagine aussi, que ce genre de contamination ou se situe à l'intérieur même de la viande, de la chair de l'orignal. Mais à ce moment-là, c'est pas facile à voir. Donc, c'est la cuisson à ce moment-là qui va faire la job, qui va rendre l'aliment comestible par l'homme. Non, il est comestible. Ça va le rendre organoleptique, ça va le rendre beau, mais c'est comme un filet de morue. Vous pouvez laisser les petits vers blancs dedans, puis votre morue est parfaitement comestible, il n'y a aucun problème. La même chose pour l'orignal. C'est juste que si vous avez toute la famille à Noël, puis que vous avez un rôti saignant, puis quelqu'un a une petite larve blanche dans sa haie, il va dire que c'est quoi ça? Bon, alors là, mais il y en a dans l'industriel aussi, c'est juste que ça passe à l'abattoir, puis on les enlève. C'est enlevé, puis c'est même jeté. Mes questions, c'est pas une question de santé humaine, là, c'est une question d'apparence de la pièce qui est là. Alors, peut-être dans un rôti saignant, oui, on peut peut-être en voir. Ça m'est arrivé une fois. Je l'ai enlevé puis je l'ai dit à personne. Ça finit là. Mais être conscient que on n'est pas un autre intermédiaire du parasite. Dans le porc et dans le bœuf, oui, il y a des, mais maintenant à l'abattoir tout ça. Mais dans ma jeunesse, des vers solitaires, on en avait. Et puis ça existait. Bon, maintenant il n'y en a plus. Mais c'était le porc et le bœuf. Dans l'orignal et le chevreuil, on n'est pas contaminé. Par contre, si vous contaminez avec des selles de coyote ou de loup, ça se peut, là. Vous êtes en train de dépioter un loup autour de l'anus, vous avez ça, puis vous prenez une cigarette, puis vous en mettez dans la bouche. Là, effectivement, il y a des petits risques pour un de ces parasites-là d'être contaminé, mais il faut toucher aux selles, aux déjections du loup ou du coyote. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, on s'adresse aux trappeurs, aux piégeurs qui doivent faire beaucoup de précautions la carcasse du coyote pour éviter justement d'entrer en contact avec l'anus, comme vous dites. Puis très souvent, les chasseurs, j'ai remarqué ça parce que moi-même, je chasse, puis très souvent, des amis chasseurs, puis j'en connais, puis lorsqu'ils abattent soit un orignal ou un chevreuil, ils vont laisser sur place le cœur et le foie, sous prétexte de « ça se mange pas, je mange pas ça, c'est pas bon, puis c'est ci, puis c'est ça. » Quand j'étais jeune, ma mère me faisait manger du foie, puis je voulais pas. Bon, mais il reste quand même que... pour les chasseurs, pour bien des chasseurs, le cœur et le foie, c'est un festin. Mais je pense que ça l'est aussi pour les prédateurs comme les coyotes qui vont manger ces abats. Puis là, ça vient encore favoriser le cycle de contamination parce que je pense qu'on retrouve aussi dans les abats ce genre de parasites qui vont ensuite se propager dans les selles du coyote. Oui, exactement ça. Vous avez tout à fait raison. Le foie... et le cœur en contiennent souvent plus que la viande. Alors ça, c'est pas... c'est clair. Et puis, moi, le foie et le cœur, je garde ça parce que c'est les meilleures parties, là, mais bon, à chacun ses goûts. Mais si on voulait... moi, ce que je fais quand je chasse dans le sud, là, comme hier soir, on a ramassé un chevreuil, les viscères, on part avec le cœur puis le foie, puis le reste, on les enterre. C'est sûr qu'un orignal, enterrer ça, c'est de l'ouvrage, mais si, puis bon, je le fais pas, là, mais si effectivement, si on veut couper le cycle, c'est ça qu'il faudrait faire. Puis il faut absolument pas que les chiens jouent là-dedans, parce que là, les chiens vont se contaminer, et puis là, ils sont en contact avec puis là, les selles de chien, on est plus facilement en contact avec des selles de coyote. Donc oui, théoriquement, il faudrait s'en débarrasser. Pratiquement, si vous enlevez le foie et le cœur, vous avez enlevé la plus de loin, peut-être 90% des risques de contamination, quitte à, si vous ne le mangez pas, de le rapporter, puis là, de l'enterrer au camp ou de le brûler. Là, on parle des abats de l'orignal en général et du chevreuil en général aussi, mais sauf qu'en Abitibi-Témiscamingue, les abats d'orignaux là-bas pourraient contenir une forte concentration de cadmium en raison de l'industrie là-bas. Puis ça provient justement ça tombe, le cadmium tombe sur les feuilles, sur les plantes, puis les orignaux s'en nourrissent. Puis on me dit que les plus fortes concentrations de cadmium ont été mesurées sur des orignaux trouvés dans un rayon de 50 km autour de Rouyn-Noranda. Donc, c'est quand même assez important. Mais cet avis se veut encore plus important, je pense, pour les chasseurs qui fument. Hein, c'est curieux à dire.
parce qu'eux, ils ont déjà un taux de cadmium élevé, donc ils ne doivent pas consommer des orignaux de ces deux régions. Les orignaux sont porteurs, de par leur foie, leurs abats, du cadmium à une densité trop élevée. Oui, vous avez tout à fait raison. Par contre, il y a eu des études contradictoires. Là. C'est sûr que le cadmium est concentré. Là, ça tombe dans le sol, puis c'est les feuilles. C'est dans les feuilles, puis de certains, comme mettons du kale qui pousserait dans un jardin communautaire à Montréal, va être contaminé à mort. Parce que le kale, le brocoli, c'est le tabac. Le tabac concentre le cadmium de façon hallucinante. Là. Donc, tous ces plantes-là, ce type de plantes-là, dans les arbustes que consomme l'orignal, il y en a moins, mais il y en a quand même. Et puis, ça se retrouve dans les reins de façon assez importante, dans le foie, puis à peu près pas dans la viande. Alors, les recommandations qui, je trouve, sont très, 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 très prudentes, là, ça ne devrait pas être plus que un repas de foie par mois, donc 12 fois par année, ce que la moyenne des chasseurs ne fera pas. Là. Les reins, peut-être, c'est très bon du rein d'orignal, là, mais vous en faites un repas, puis ça devrait être suffisant. Puis la viande, on parle il faudrait manger 50 kilos de viande par mois d'orignal pour atteindre ce qu'un fumeur léger va avoir dans ses cigarettes. Donc, on oublie ça, la viande, il n'y a pas de contamination suffisante. Puis les abats, moi, je m'en priverais pas occasionnellement. On parle de 500 grammes par mois. Et puis, plus l'animal est jeune, moins il y en a. Ou l'inverse, plus il est vieux, parce que ça concentre dans le foie. Puis tout ça. Donc, un vieux boc là, qui est pris autour de Rouen, peut-être prendre un repas de foie ou tout simplement pour le consommer pour être hyper prudent, mais c'est pas... Par contre, avec tous les avantages en vitamines, en fer, en tout ce qu'il y a dans ces abats-là au niveau alimentaire, c'est toujours une question de peser le pour et le contre. Mais moi, je ne jetterais pas ces abats-là de façon automatique. Là, on ramasse un petit boc de 2 ans et demi, je dis, regarde, je vais manger du foie 3-4 repas, puis il n'y a aucun problème. Quand on regarde le taux de cadmium dans le sang des chasseurs, là, c'était chez les Autochtones, les cris, là, qui mangent jusqu'à un repas de foie par semaine. Et puis, chez les non-fumeurs, on est très en deçà du seuil acceptable. Chez les fumeurs, ça monte en flèche, là, parce que c'est sûr. Mais un non-fumeur qui veut se payer 3, 4, 5 repas de foie dans l'année, il n'y a aucun problème. Les bénéfices pour sa santé au niveau, comme je disais tout à l'heure, vitaminique et tout ça, sont hautement supérieurs. Là, vous pourrez parler peut-être à des nutritionnistes ou à des médecins, là, mais en tout cas, ce que j'en sais au niveau nutritionniste, moi, au niveau nutritionnel, j'aurais aucune inquiétude cadmium. Si c'est pas le gros boc qu'on va manger le foie pendant un mois, là, ça, d'accord, on vous peut-être avec le feu un peu, là, mais sinon, aucun problème. Les reins, il faut être plus prudent. Les reins, là, un bon repas de rognon une fois le rognon abattu, puis après ça, on passe à autre chose, là. Puis la viande, un bon foie de chevreuil avec une sauce de mie-glace au Porto, là. Ça, c'est mangé ça hier soir, là. Chez moi, ça, c'était vraiment bon. Voilà. Oui, j'imagine. Docteur Harvey, on parle beaucoup d'orignaux, de cerfs, mais il ne faut pas oublier l'ours aussi, qui est de plus en plus prisé par les chasseurs québécois. Puis là aussi, j'entends des chasseurs dire qu'ils ont jeté la viande de l'ours parce qu'il y avait des vers dans la chair. Est-ce qu'il y a plus de précautions à prendre dans la consommation de viande d'ours que des cervidés? Oui, pour une raison, à cause de la trichine, qui est un tout petit ver microscopique qui ne se voit pas à l'œil nu. On ne peut pas dire il est plein de verre. Non, ça ne se voit pas. Il faut regarder ça au microscope. Puis la trichine, chez l'humain, oui, on est un autre intermédiaire. Donc, les larves... C'est un parasite bizarre là, parce que le mâle et la femelle vont se reproduire directement. On avale les œufs, ça se reproduit dans notre intestin. Et puis après ça, les larves vont migrer dans les muscles. On s'enquister, faire des petits kystes là, qui font mal dans les articulations partout. Puis là, les kystes vont attendre qu'un ours vous mange, là, ce qui est rare, pour que le cycle continue. Donc ça c'est sérieux. Il faut donc la viande d'ours, comme la viande de porc il y a 20 ou 30 ans. Là, il y en a beaucoup. Il y en avait dans le porc, maintenant c'est surveillé à l'abattoir, puis il n'y a plus de problème. Mais dans ma jeunesse, du porc, on mangeait ça bien cuit à cause de ça. L'ours, c'est la même chose. Il faut que la viande soit cuite à 70 degrés centigrades, donc rosée.
Ce que je trouve dommage, c'est que ça se teste et puis que ça serait bien que le ministère puisse les tester. Moi, personnellement, je teste mes ours et puis on vérifie s'il y en a ou s'il n'y en a pas. C'est pas sensibilité à 100%, mais on parle d'à peu près 1% des ours au Québec. Entre 1 et 5, là, les études plus récentes montrent que c'est plutôt 1% des ours. Encore là, les plus vieux ours qui ont fait du cannibalisme, qui ont mangé d'autres ours qui se sont contaminés. Donc ça, c'est sérieux. Ouais. On mange pas de la viande d'ours crue, on la fait cuire comme il faut. Puis ce dont vous me parliez, les vers, quand on ouvre un ours puis il y a des vers dedans, moi je vous dirais que 80%, je ne sais pas le chiffre, mais moi, genre à la Prouvoirie, là, j'ai peut-être 150 d'ouverts, là, puis ils en ont presque tous. Là. Quand vous les cherchez, là, c'est des petits vers blancs, ils ressemblent à ceux de la morue, des petits vers blancs de 4-5 cm. Là. Il y en a en dessous de la peau, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup autour des reins. Mais ça, c'est zéro risque. On les enlève, puis ça finit là. Quand j'entends dire qu'un boucher a refusé un ours parce qu'il y a des vers dedans, je dis parce qu'il n'a pas ouvert souvent, parce que oui, il n'a pas regardé, mais il y en a toutes. On les enlève. Il n'y en a pas dans la viande. Puis ça, c'est les mouches noires qui transportent ça. C'est les grosses frappes à bord, là, qui piquent les ours puis qui vont injecter l'œuf puis le cycle continue comme ça. Mais c'est zéro danger. Alors, on jette pas de la viande d'ours pour ça. On nettoie. Si je vous parle de la congélation, est-ce que ça vient jouer un rôle majeur pour détruire justement ce qui peut rester dans la viande qu'on n'a pas vu lors du débitage, mais la super congélation, la congélation, ça peut vraiment détruire aussi des parasites, là, hein? Ça peut, oui. C'est-à-dire, ils paraîtront moins, ça fait que ça va avoir l'air d'un... Tu sais, vous le verrez plus, là, que c'est un petit kyste, là, il va éclater, puis c'est invisible. Donc, comme je disais au début, j'insiste, j'ai l'air obsédé, mais il n'était pas dangereux au départ. Il est pas plus après la congélation, mais il est rendu invisible, fait qu'on le voit plus. Chez l'ours, par contre, bien prudent, la trichine est pas détruite ni par la fumaison, tu vois ça, quand on le fume, quand on le congèle, ce n'est que la cuisson. Il faut faire attention parce que les bouchers qui connaissent le porc disent « Ah oui, mais après 21 jours de congélation, il n'y a plus de trichine. » C'est vrai pour la trichine du porc. La trichine des animaux sauvages n'est pas détruite par la congélation parce que la nature a prévu que ces animaux-là pouvaient mourir et être mangés plus tard. Donc, le parasite va survivre à la congélation pendant des mois et des mois. Donc, pour l'ours, je le répète, à cause de la trichine, cuisson 70 degrés. Voilà. Alors, oui, il y a encore de l'ouvrage à faire, comme on dit. Alors, donc, docteur Denis Harvey, médecin vétérinaire, ex-professeur clinicien à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, formateur dans les communautés autochtones, spécialiste des maladies de la faune et manipulation de la viande sauvage et chasseur de grand gibier et co-auteur, comme je l'ai dit, d'un ouvrage sur l'orignal, son habitat, sa biologie et sa chasse aux éditions Mortagne. Bien, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite quand même une bonne continuité de chasse, puis au plaisir de vous reparler. Ça m'a fait plaisir, puis effectivement, parler de munitions, c'est un sujet qui me passionne, alors c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Bonjour. Au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec,
de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre rendez-vous nature de cette semaine. Et je salue tous les chasseurs de notre grand gibier l'orignal sur les 3 zecs de la province. Mais les périodes de chasse sont variables. La chasse débute toujours avec l'arc et l'arbalète. Et voyez-vous, comme dans le cas de la zone 27 ouest, bien, c'est le mâle seulement. Les zecs Batiscan-Nelson et aussi dans la zone 13, la zec du Moine et Janotte dans la zone 26. Mais la chasse est en cours depuis le 20 septembre. Alors donc, il faut vérifier les calendriers. Dans la zone 15, du côté est comme du côté nord, bien on chasse l'orignal avec bois. Et comme c'est le cas aussi dans la ZEC La Vigne, à partir du 27 septembre. Et la ZEC Le Sieur le 20 septembre. Voyez-vous, il y a des dates qui diffèrent. La limite de capture peut varier aussi dans plusieurs ZEC. C'est 3 permis par orignal récolté. Ailleurs et dans la forêt publique, c'est 2 permis par bête. Mais comme dans la réserve faunique de la CEPAC, bien, c'est un orignal par groupe simple. Ça, vous avez un groupe simple, on entend 2, 3 ou 4 chasseurs. Ou 2 orignaux par groupe double. Ça, c'est formé par 4, 5, 6, 7 ou même 8 chasseurs. Rendez-vous nature, je le répète, est diffusé sur les ondes de quelques 30 stations de radio. On retrouve l'émission de la semaine dans Balado sur Balado Québec et sur le site rendez-vous-nature.ca. Et je vous invite aussi à suivre mes chroniques papier dans le quotidien Le Soir et sur lesoir.ca. Je souhaite donc une bonne semaine à tous les chasseurs en forêt, à ceux aussi qui s'y préparent. Bonne chasse, parce que le résultat est quand même, il compte pour beaucoup. Soyez prudents et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.